Je me suis aperçu que tout ce qu'on a dit sur Raspoutine jusqu'environ l'an 2010 était absolument faux. Donc on ne peut pas lui enlever ce don de prophétie. Il prophétise la révolution russe, la guerre, il prophétise tout l'effondrement. Bonjour Michel Vartel, merci beaucoup d'avoir accepté de participer dans cette vidéo où vous allez nous parler de Raspoutine. Oui, tout à fait. Vous savez, j'ai travaillé près de 50 ans sur l'affaire Romanov et sur la Russie euh, avant la révolution russe et après aussi. Et le personnage de Raspoutine m'a passionné Et parce pourquoi il que vous a passionné? c'est un être hors du commun, absolument. Je m'intéresse aussi beaucoup au mystère historique et je me suis aperçu que tout ce qu'on a dit sur Raspoutine jusqu'environ l'an 2000-2010 était absolument faux. Le Pourquoi? prince Félix Youssoupov a écrit un livre en 1927 en russe qui a été traduit par un de ses amis, mais en fait qui était un de ses amants. Le prince Youssoupov était homosexuel et peut-être même bisexuel. Et si vous voulez, il s'est entouré d'ailleurs dans l'assassinat de Grégory Raspoutine de plusieurs de ses amants. J'ai découvert, et si vous voulez, on en parlera au cours de cette émission. Mais c'est une affaire absolument rocambolesque. Moi, j'adore les histoires qui sortent de l'ordinaire. Et l'assassinat de Grégory Raspoutine vraiment sort de l'ordinaire. Enfin voilà, et donc vous pouvez m'interroger, je serais très heureux de vous répondre à toutes les questions que vous pourriez me poser. Merci beaucoup Michel Vartel. Bien sûr, vous allez nous exposer votre point de vue sur l'assassinat de Raspoutine et pour nos spectateurs qui ne sont pas peut-être trop au courant ou qui ont un avis très superficiel sur Raspoutine, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, présenter son histoire? C'était Oui, C'est son histoire, comment elle a commencé, ensuite son ascension, comment elle s'est rapprochée de la famille impériale russe. absolument. Bon, alors, ce qui est très intéressant, c'est que nous savons maintenant la date de naissance exacte de Grégory Raspoutine. Il est né le 23 janvier 1869 à Pakrovskaya, qui est près de Tumen, qui est en Sibérie occidentale, en fait, à peu près 1200 kilomètres de Moscou. Il est né dans une famille de fermiers, enfin de paysans. Son père était paysan et il va, si vous voulez, passer une grande partie de ses premières années, on peut dire, les 20 premières années, si vous voulez. On ne sait pas bien ce qu'il fait. Il est cocher, donc il se sert, enfin, il mène des gens à droite et à gauche euh, à partir de son village de Bakrovskoye, et il est aussi un voleur de chevaux. Moi, j'ai retrouvé des moments où il se fait cogner avec un poteau sur la tête, il crache le sang parce qu'il volait des chevaux à ses voisins. Donc, si vous voulez, c'est vraiment quelqu'un euh, qui n'a pas vraiment de valeur morale au départ. À partir de 1887, euh, il se parle des choses très spéciales dans sa tête et il va dans un mouvement qu'on appelle, c'est un mouvement érotico-religieux, Chlist, ça veut dire le fouet, et il rentre dans une secte de flagellants. Il se flagelle jusqu'au sang dans une espèce d'orgie commune avec des femmes, bien entendu, parce que lui, il est très poussé sur la sexualité, on en reparlera. Et à partir de là, si vous voulez, euh, on le perd un moment et on le retrouve à Saint-Pétersbourg
En 1905, ce sont les filles du roi du Monténégro, Milica et Anastasia, qui sont très proches de la tsarine, qui sont occultistes, ésotéristes, passionnés de textes perses et qui, si vous voulez, le découvrent. On le présente à ces deux princesses du Monténégro, proches de la tsarine, bien sûr, et c'est à partir de son arrivée à Saint-Pétersbourg qu'on le connaît mieux. Il va épouser en 1897 Pracovia, qui est une femme qui a 2 ans de plus que lui, qui va lui donner de nombreux enfants. Il y aura des enfants mort-nés, mais il reste avec 3 enfants bien vivants, Dimitri, un garçon, et 2 filles, Matriona, qu'on va appeler Maria, et Varvara. À ce moment-là, si vous voulez, d'ailleurs, on peut voir que Maria va finir à Los Angeles, aux États-Unis, elle va dresser des tigres, elle sera dompteur de tigres dans un cirque. Et C'est quand puis, elle a fui la Révolution? voilà, oui, après la Révolution, d'ailleurs, elle se fera blesser par un ours, et puis elle arrête là. Elle va arrêter. Elle va passer par Paris aussi, avec elle se mariera avec un bandit qui s'appelle Salaviov, et ils vont aller à Paris d'abord. Elle aura 2 enfants, et puis elle va finir aux États-Unis. Elle sera enterrée à Los Angeles, elle. Alors, son fils, enfin le fils de Raspoutine, Dimitri, va mourir pendant la guerre de 14-18. Il mourra en 1914-15. Voilà. Et puis ensuite, alors, pour revenir à notre ami Raspoutine, lui, à partir de 1900, il va être ce qu'on appelle strannik, il va être un vagabond, il va se balader partout, il va dans les monastères, mais il est, si vous voulez, toujours dans cette secte de flagellants, et l'archevêque de Tobolsk va faire une enquête de l'Église pour essayer de comprendre s'il n'est pas Christ. Et ils n'arriveront pas à prouver qu'il est Christ. Voilà. Mais disons qu'il est complètement, comment dirais-je, possédé, je dirais même par le démon. Il va à certains moments rentrer dans des transes, il va danser comme un derviche tourneur, et si vous voulez, je dirais que il n'est pas dans la, comment dirais-je, dans la philosophie de l'Église orthodoxe russe. Absolument pas. Absolument pas. Et il va à ce moment-là, à partir de son arrivée à Saint-Pétersbourg, il va rencontrer le tsar de Russie, Nicolas II, en 1905, et il va être introduit dans la famille impériale de Russie, enfin dans la famille de Nicolas II, hein, puisque toute la famille impériale de Russie va être contre Raspoutine. Hein. Et donc, il va avoir un rôle extrêmement important auprès d'Alexis Nikolaïch, qui est le fils de l'empereur Nicolas II. Merci beaucoup, Michel Vartel. Et comment, selon vous, Raspoutine, il a réussi à s'approcher de la famille impériale et il avait plutôt les rapports très proches avec la tsarine russe? Tout à fait. Et si vous voulez, j'ai étudié toute la vie de Raspoutine. Il avait véritablement des dons de guérisseur, de prophète. Et j'ai eu des témoignages de la grande duchesse Olga, qui est la sœur de Nicolas II, qui a été témoin de guérison instantanée. Et il arrivait, même à distance, à Spala, à guérir à distance
le tsarevitch Alexis. Ça a été, les témoins sont là, les médecins ont vu cette guérison se produire à distance. Il envoie un télégramme à la tsarine en disant non, ne craignez rien, laissez-le tranquille, tout va s'arranger, et tout s'arrange. Donc, c'est un personnage vraiment hors du commun. Et comment a-t-il réussi à s'approcher de la famille impériale parce que c'était pas si facile d'accès, ces gens-là? Non, la tsarine le rencontre grâce à ses dons guérisseurs. La tsarine, en fait, j'ai beaucoup étudié son caractère, sa psychologie. La tsarine, elle est, enfin, comme on dit en anglais, complètement flyée. Hein. Elle est flyée, elle est religieuse à un point, elle est mystique. Et je considère qu'elle est tombée amoureuse de Raspoutine parce que, si vous voulez, c'est pas du tout sur le plan sexuel. La tsarine n'a jamais couché avec Raspoutine. On a dit des bêtises à ce niveau-là. Euh, Jamais. La tsarine était très, très, très fidèle à son mari, le tsar de Russie. Mais elle avait un lien quasi mystique avec Raspoutine. Et Raspoutine la calmait parce qu'elle était nerveuse. On a parlé d'un cœur qui ne marchait pas, mais en fait, ces médecins n'ont jamais vu de problème cardiaque. C'était des problèmes de nervosité et elle tombait un peu dans le coma de temps en temps. Mais c'est la tsarine qui va, par ses rapports avec Raspoutine, précipiter la révolution russe. Parce que la cour de Russie ne peut pas supporter ces rapports, les rapports d'un paysan avec la famille régnante. Et ça va être une brisure ça va être une brisure fatale pour la Russie impériale. Et à ce moment-là, on va commencer à penser à se débarrasser de Raspoutine. Michel Vartel, et peut-être qu'on pourrait aussi préciser pour nos spectateurs pourquoi la Raspoutine était important pour la tsarine, puisque son fils, le seul héritier, il était malade. Il avait une maladie intraitable et du coup, c'est Raspoutine qui pouvait le soulager. Et il était le seul parce que les médecins ne pouvaient pas le faire. Et c'est pour ça que la tsarine était si proche et s'attachait tellement à Raspoutine. Alexis Nikolaïch, le tsar, enfin le tsarevitch, était hémophile. Vous savez, l'hémophilie, c'est que il y a des problèmes de plaquettes. Il a vécu jusqu'à 14 ans il est mort à 14 ans. Moi, j'ai dit dans mon livre l'affaire Romanov, j'ai beaucoup travaillé sur comment dirais-je, la mort de Nicolas II, la mort d'Alexis, les pseudomorts de la famille impériale de Russie, la tsarine et ses filles. Alexis a vécu un enfer. Dès qu'il jouait dans un escalier, il se cognait, c'était terrible. Il a eu du sang dans les jointures, les genoux, les épaules, tout. Il ne pouvait pas monter à cheval, c'est impossible. On le mettait de temps en temps sur un petit poney, mais il n'a jamais pu vivre comme un enfant de 13-14 ans. Et il était tenu comme un malade tout le temps. On le surprotégeait. Et Raspoutine, justement, venait et lui apportait cette liberté d'esprit d'être un petit garçon normal et ordinaire. Et si vous voulez, c'est ça qu'aimait la tsarine dans ses rapports avec Raspoutine. Enfin, voilà ce qu'on peut dire au départ. Alors, Raspoutine, bien entendu, était un caméléon. Le caméléon, il prend la couleur de son environnement. Et Raspoutine est d'une intelligence remarquable. Il comprend tout. Et il change de couleur en fonction des personnages. Donc, quand il est avec la tsarine, il prend une certaine couleur. Quand il est avec le tsar, il prend une autre couleur. Et
il va aussi comprendre son pouvoir politique auprès des ministres et il va influencer la nomination de ministres, d'hommes politiques autour du tsar. Et il va le faire par le biais de la tsarine? Oui, oui, beaucoup par le biais de la tsarine. Nicolas II était un homme faible et il avait un peu, il s'aimait beaucoup avec la tsarine, mais il en avait un peu peur. Il en avait un peu peur. D'ailleurs, il le dit quelquefois dans ses conversations ou dans ses lettres. Il dit tout ça me fatigue beaucoup. Et vers la fin de la guerre, quand il va abdiquer, n'est-ce pas? Il va abdiquer et en mars 1917, il en peut plus. Il est épuisé nerveusement et il ne pense qu'à abdiquer. Il préfère abdiquer et il va penser que le gouvernement provisoire qui va prendre la place du pouvoir impérial va l'envoyer en Angleterre où il a une fortune considérable. Hein. Il faut savoir que la tsarine a fait envoyer de Russie, je ne sais plus, 5 tonnes d'or dans les banques anglaises. Il a une fortune colossale partout en Europe et aux États-Unis. Je veux revenir à Rasputin. Alors, lui, si vous voulez, il va même changer de nom à un certain moment et va prendre le nom de Rasputin Novy. Novy, Rasputin nouveau. À partir de là, si vous voulez, il comprend son rôle de, comment ça s'appelle, de gourou, hein, et il va rassembler à Saint-Pétersbourg des femmes de la noblesse et qui vont être fascinées par ce personnage finalement qui est une brute. Mais disons qu'il y a des femmes qui aiment le parfum de la brute et il va avoir du succès auprès de certaines dames de la noblesse russe qu'il enverra d'ailleurs il partira quelquefois à Pakrovskoye dans sa maison. Il a une grande maison puisqu'il a de l'argent, la noblesse russe l'arrose d'argent, hein, beaucoup d'argent, des millions vont lui passer dans les mains. Hein. Bon, et à ce moment-là, ah oui, j'oublie de vous dire que sa femme va toujours rester à Pakrovskoye. Elle ne vient jamais à Saint-Pétersbourg. Et j'ai été dans son immeuble. Moi, j'ai été beaucoup en Russie. J'ai été dans le palais Yusupov. Ils accueillaient les étrangers bras ouverts en Russie. Et j'ai profité de cet accueil. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que lui, il s'en va à Jérusalem pendant environ 4-5 mois. Il s'en va là-bas. Il va écrire des souvenirs, mais enfin il dicte parce qu'il ne sait pas écrire. Hein. Il écrit une lettre qui est très très importante en 1914, avant la déclaration de guerre à l'Allemagne par le tsar Nicolas II. Je vais vous la lire. Cher ami, je te le répéterai une fois encore, ce que je t'ai dit. Un nuage menaçant s'étend sur la Russie. Malheur, souffrance innombrable. Il fait sombre et l'on ne voit pas d'éclaircie. Une mer de larmes, mer sans limite. Et quant au sang, il n'y a pas de mots. L'horreur est indescriptible. Je sais que tout dépend de toi. On veut la guerre, mais probablement on ne comprend pas que c'est la perdition. Lourde est la punition divine quand Dieu nous enlève la raison. C'est alors le commencement de la fin. Tu es le tsar, le père du peuple. Ne laisse pas les insensés triompher et se perdre eux-mêmes, ainsi que le peuple. On vaincra l'Allemagne. Et que deviendra la Russie? En vérité, il n'y eut jamais depuis le commencement des siècles une martyre plus grande. Elle est toute submergée de sang. Sa perdition est complète.
tristesse sans fin, Grégoire. Donc il est prophète. Ça, on ne peut pas lui employer. Il écrit comme des pattes de mouche, mais on ne peut pas. C'est lui qui l'a écrit. Donc on ne peut pas lui enlever ce don de prophétie. Il prophétise la révolution russe, la guerre, il prophétise tout l'effondrement de cette guerre horrible. Est-ce que Rasputin, pardon, il faisait des prophéties pour 1905 en Russie quand il y a eu aussi des mouvements contre le tsar et la Non, famille impériale? non, non, j'en ai pas connaissance, je ne pense pas, parce que, si vous voulez, il était inconnu jusqu'en 1905. Personne ne connaît sa vie avant 1905-6, là, quand il vient à Pétrograd pour la première fois. On ne connaît rien de lui avant 1905. Donc, je ne pense pas vraiment qu'il ait écrit grand-chose là. Enfin, je n'ai rien trouvé sur ce plan-là. Mais ce qui est important, c'est la Première Guerre mondiale qui est très importante. Oui. Oui, et surtout, c'était la guerre contre les Allemands et la tsarine, elle était d'origine allemande, ce qui aggravait la situation. Oui, et alors, bien entendu, je peux vous dire que le frère de la tsarine et le frère de l'empereur d'Allemagne sont venus à Tsarskoye Selo habillés en civil pour dire en 1916 à la tsarine, dépêche-toi, prends tes enfants, on fout le camp et on s'en va vite, vite, vite par la Finlande. Et on s'en va par là. Et tout était prêt. Ils avaient les voitures, ils avaient les chauffeurs, et la tsarine a dit non, moi je ne pars pas sans Nicolas. Elle ne voulait pas partir sans son mari, et voilà. Donc c'est une faute inimaginable qu'elle a faite. Il fallait foutre le camp tout de suite, tout de suite, tout de suite, vous voyez. Et on est venu l'aider, on est venu la chercher. Son frère et le frère de l'empereur Guillaume II, le prince Henri de Prusse. Voilà. L'histoire de la Russie, c'est quelque chose. Hein, c'est quelque chose. Ouais. Alors je continue quand même parce que lui, il subit un premier attentat au couteau à Pakrovskoye le 29 juin 1914. Il est poignardé dans le ventre par une femme qui s'appelle Gousseva. Et il va rester plusieurs mois à l'hôpital de Tioumen. On le voit un peu pâle et il est sur son lit d'hôpital à Tioumen. Et il va ressusciter, c'est incroyable. Il a une force absolument considérable et il sera de nouveau attenté en 1915. Il y a une voiture à moteur qui essaie d'écraser son fiacre à Saint-Pétersbourg et il échappe encore à ce deuxième attentat. Alors là, oui, il commence à sombrer dans l'alcoolisme. Avant, il ne buvait pas. Il jeûnait, il ne buvait pas, mais à partir de 1915, il sombre dans l'alcoolisme parce que on lui apporte des cadeaux, on lui apporte de l'alcool, on lui apporte, vous savez, hein, et il se passe aussi des choses sur le plan sexuel. Il commence à faire ce qu'on appelle de l'exhibitionnisme. Il baisse son pantalon et on n'avait pas de slip en 1915, hein, on avait des grandes chemises qu'on passait, vous savez, comme ça. Moi, j'ai connu des vieilles personnes, là, dans les années 50, elles ne portaient pas de slip. On portait des grandes chemises qu'on pliait en deux. Et lui, donc, il fait de l'exhibitionnisme au restaurant Yar de Moscou, où, vous savez, il y avait des orchestres tziganes. Les tziganes jouaient, il y avait des salons privés. Et il commence ça, et puis dans le restaurant à l'Ours de Moscou, il se fait rosser, c'est-à-dire il se fait taper à mort par des gens là, parce qu'il est entouré de gens qui sont des ivrognes, parce
tout le monde boit comme des fous, là. Les orgies, c'est très important, si vous voulez. Quand ils commencent à rentrer dans ce genre de choses-là. Et donc, il va revenir de temps en temps en 16 à Pakrovskoye, et en novembre 1916, il rencontre le prince Félix Yusupov. Et il le rencontre chez une amie à lui qui s'appelle Munia Golovina, et le plan se met en place pour assassiner Rasputin. Le mois de décembre, si vous voulez, est un mois important parce que Félix Yusupov va souvent chez Rasputin, et on peut penser qu'il y a une espèce de sentiment amoureux et sexuel qui se développe chez Yusupov et Rasputin. Félix Yusupov est un homme délicat. Il faut savoir que Félix Yusupov, quand il avait 15-18 ans, se déguisait en femme et allait dans les restaurants de Saint-Pétersbourg déguisé en femme et essayait d'aller narguer les officiers des régiments dans les restaurants et les boîtes de nuit russes. Donc, si vous voulez, Yusupov est le côté féminin de l'homosexuel. Mais il faut savoir qu'il y avait des homosexuels très virils. Et j'en ai rencontré. Le côté très animal, et c'est Rasputin, et le côté beaucoup plus efféminé, c'est Félix Yusupov. Voilà. Et donc, on peut penser, parce que je l'ai lu, que Comment? Vous l'avez trouvé où, ces informations? Je l'ai trouvé dans des livres, dans des témoignages, si vous voulez. Et il est vraiment là. Et donc, si vous voulez, on peut même aller jusqu'à là, c'est que la nuit du meurtre de Rasputin, il y a des auteurs qui pensent qu'il y a possiblement eu une relation homosexuelle entre Rasputin et Yusupov. Parce que j'ai été dans le palais Yusupov, on descend par un escalier dans la garçonnière de Yusupov. Et il l'a emmené directement dans sa garçonnière, où on devait l'assassiner, bien entendu. Hein. Mais avant, il lui offre du thé, il lui offre des gâteaux. Empoisonné. Mais il faut savoir que Rasputin n'aimait pas les gâteaux ni les sucreries. Donc tout ce qu'il raconte là, c'est un petit peu rigolo. Bon, mais par contre, Rasputin aimait beaucoup le Porto et le Madère, et là, ils ont peut-être dû, et c'est pour ça qu'on parle de verres de Porto empoisonnés, de gâteaux empoisonnés, mais ça, c'est un mensonge total. Je vais vous expliquer comment Rasputin a terminé. Le plan est le suivant. On va attirer Rasputin pour rencontrer la femme de Yusupov, la princesse Irina, qui était en Crimée, en fait. Elle ne rentre pas à Saint-Pétersbourg. Et on l'attire parce qu'il veut rencontrer Irina. Mais le plan est organisé par 8 personnes. 4 Anglais qui vont appartenir au service secret de renseignement militaire de l'antenne de Saint-Pétersbourg, et 4 Russes. Je vais vous les donner. Les 4 agents anglais sont Samuel Hoare, qui est le chef de la section des services secrets anglais à Pétrograd. On appelle Pétrograd. Pendant la guerre, le tsar a changé le nom de Saint-Pétersbourg en Pétrograd. On a Stephen Halley,
qui est un adjoint de Savoie-Loire. On a John Scale, qui est un adjoint de Stephen Halley, et Oswald Renner, qui est un membre de la section MI6 de Saint-Pétersbourg, les services de secret militaire. Et de l'autre côté, on a Félix Youssoupov, qui est là-bas, avec Dimitri Pavlovitch, qui est un député de la Douma, Vladimir Pourikevitch, si vous voulez, qui est un député de la Douma, pardon, et puis Dimitri Pavlovitch, qui est un grand-duc et qui a été certainement l'amant de Félix Youssoupov. Et pour finir, on a un médecin qui s'appelle Stanislav Lazover et qui est le chauffeur qui va aller avec Félix Youssoupov chercher Raspoutine dans son appartement. Et pourquoi, pardon Michel Vartel, et pourquoi des services secrets britanniques auraient voulu tuer Raspoutine? Très bonne question. Je vous écoute attentivement. Parce que les services anglais pensent à tort que Raspoutine est un agent allemand, puisqu'il est très proche de la tsarine qui est allemande. Donc, ils vont le torturer dans le palais Youssoupov d'une manière odieuse. Je possède le document d'autopsie qui a été fait par un docteur, que je retrouve son nom, Kosorotov. Kosorotov va passer entre 2 heures et 2 heures et demie à faire l'autopsie de Raspoutine. Raspoutine, on va mettre 2 jours pour aller le retrouver au bas d'un petit pont sur la Neva. J'ai été là, j'ai été à l'endroit où Raspoutine a été plongé. Ils l'ont plongé sous la glace, mais parce qu'ils pensaient qu'il allait pouvoir foutre le camp avec le courant dans le golfe de Finlande. Mais la glace a bloqué Raspoutine et il est resté sous une pile du pont en bois. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir le récupérer très vite. On découvre qu'il a été tiré de 3 balles de revolver. Une balle dans la poitrine par devant, une balle dans le dos par derrière, qui rentre dans le rein droit. La première a traversé l'estomac et le foie. Et il y a une 3e balle qui est tirée dans le front, de très gros calibre, pour le finir. Alors, on sait quelle était l'arme de Youssoupov. À ce moment-là, si vous voulez, on va donc le mettre dans une voiture et les 4 agents anglais, enfin les 4 Anglais là, vont aller le porter avec une voiture et le jeter dans la Neva, si vous voulez. Et comment dirais-je? Et pendant ce temps-là, Youssoupov, Dimitri Pavlovitch et Pourikevitch et Lazover, ils sont dans le palais et ils fêtent ça. Mais ils ne sont pas là-bas sur le pont. C'est les Anglais qui ont fait le boulot. Ce qui est terrible, pour vous donner une image, l'autopsie nous dit très bien, il n'y a pas d'alcool dans le sang, pas de poison, œil droit crevé et désorbité, il pend sur la joue, l'oreille droite est coupée, le crâne et le visage défoncés par un objet contondant, testicules écrasés, hémorragie du foie, côté droit de la tête écrasé. Vous vous rendez compte, cette barbarie? Alors, on peut penser que la torture a été menée par Oswald Reiner, qui était un sadique et qui possédait
ce gros pistolet Webley avec la balle de 12 mm dans le front. Il a terminé avec, c'est Oswald Reinhardt qui a terminé, il l'a fini d'une balle dans le front pour être sûr qu'il soit mort. Tout ce qu'on raconte dans les livres, même le livre de, comment il s'appelle là, comment dirais-je, attendez, où j'ai mis ça, dans le livre d'Edouard Rasinski, dit des sottises. Rasputin ne s'est jamais évadé du sous-sol du palais Yusupov. Il était mort déjà, parce qu'il y a Yusupov qui dit qu'il courait, il s'est échappé du sous-sol et qu'il a couru dans le jardin jusqu'au portail. C'est absolument impossible. Impossible. Alors, on dit beaucoup de sottises à ce niveau-là. Et il n'y a pas d'eau dans les poumons non plus, donc il ne s'est pas noyé dans l'eau. Hein. Voyez-vous, parce qu'il y a des gens qui disent il était encore vivant quand on l'a jeté du pont dans la Neva. Non, non, puisque l'autopsie nous dit qu'il n'y a pas d'eau dans les poumons. Michel Vartel, j'ai une question, excusez-moi. Vous parlez des résultats d'une autopsie, mais si c'est une autopsie officielle. Ah, absolument officiel, absolument officiel. Dans l'hôpital là, attendez, il faudrait que je retrouve. L'autopsie a été faite à la mort de l'hospice Chesmiensky de 22h à 1h du matin. Et j'ai une question. Si dans l'autopsie officielle, il est constaté qu'il n'y avait pas de poison, d'où viennent toutes ces théories qu'on essayait de l'empoisonner dans ce palais? Alors, si vous voulez, très bonne question. Bon, le livre de Félix Yusupov, ben je les ai tous, les bouquins de Yusupov. Hein. Bon, même en russe, même en russe. Bon, il ne fait que mentir. Il ne fait que mentir. C'est Yusupov qui ne fera que mentir. Il donnera une thèse. Il est d'ailleurs le seul à écrire. La seule chose qu'a dit comment il s'appelle, le médecin Lazover a dit qu'il n'avait pas mis de poison dans les gâteaux. Donc, voyez-vous, plus tard, beaucoup plus tard, il a dit cette chose-là. Donc, Yusupov qui dit que les gâteaux ont été empoisonnés et puis le vin empoisonné et puis que ça ne marche pas, parce que la théorie de Yusupov, c'est que les gâteaux et le vin, le Porto, ne font pas leur effet. Donc il est paniqué, il dit qu'il sort son petit pistolet que je vous ai montré. Moi j'en ai possédé un, il fait 10 cm de long sur 8 cm de hauteur. C'est un petit pistolet à 6 coups, j'ai tiré avec, donc on peut le cacher dans une poche. Hein. Donc il va tirer une balle à bout portant. Quand il voit, à un moment donné, il le tire à bout portant, à moins de 20 cm. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que Félix Yusupov ne tire pas les 6 coups, parce que dans le pistolet, il y avait 6 cartouches. Et s'il avait tiré les 6 cartouches à 20 cm, là, il tombait, c'était fini. Et, comment dirais-je, on a Pourikevitch qui, lui, a un 7,65 et qui va lui tirer une balle dans le dos. Donc, je pense qu'ils étaient tous les trois tueurs étaient dans ce studio au sous-sol. Moi, j'y ai été, il y a 44 mètres carrés, on peut très bien se tenir à 4 personnes dans 44 mètres carrés, hein. Aucun problème. Hein. Je vais vous donner donc le caractère de Rasputin. D'après moi, donc, très intelligent, c'est un voleur, c'est un pervers, parce que aller chez l'église, là, c'est de la perversion totale. Il a une jalousie maladive. C'est un jaloux maladif. Et d'après moi, il est bisexuel. Il est bisexuel. Au physique, robuste, trapu, large d'épaules, la peau sombre, ridée, cheveux séparés par une raie, barbe longue, blond foncé,
tirant un peu sur le noir, mais plutôt blond foncé, gros nez grêlé, petits yeux clairs, profondément enchâssés au milieu des rides, petite excroissance jaune dans l'œil droit, excroissance sur le front. Il avait comme une petite corne qui cachait avec les cheveux. Vous savez? Voilà. Et pour finir, je vous dirais que Kerensky, qui a été un personnage extrêmement important, qui a été Premier ministre du gouvernement provisoire, a dit « Sans Raspoutine, il n'y aurait pas eu Lénine ». Justement, je voulais vous poser cette question sur l'influence de Raspoutine sur la révolution bolchevique en Russie. Total, total. Parce que voyez-vous, enfin, je connais la Russie profonde, j'ai vécu en Sibérie, moi j'étais jusqu'en Sibérie, enfin j'ai pas dépensé Oufa, Tobolsk, j'étais à Tobolsk, j'étais à Oufa, bon, j'ai traversé en voiture, en train, la Russie, donc jusque-là, j'ai fait des centaines de kilomètres avec des amis russes, j'ai été dans les campagnes profondes, j'ai vu la pauvreté qui existe encore chez les paysans russes. Et si vous voulez, en 1914, la paysannerie russe était terriblement pauvre. Hein, et donc, voir ce luxe, si vous voulez, d'une manière de la noblesse russe, et puis ce paysan assez mal léché au pied de la tsarine et de la famille impériale, si vous voulez, a joué terriblement pour instituer la révolution, mais surtout, curieusement, il ne faut pas oublier que les révolutions sont faites par une minorité. En fait, moi je dis, c'est une minorité qui change de lit, et la noblesse s'est effondrée. En fait, le pouvoir, c'était l'armée et la noblesse dans la Russie tsariste. Donc, la noblesse et l'armée vont s'effondrer en voyant ce moujik, ce paysan, au pied du trône. Et c'est ça qui va se passer. Les paysans resteront très proches de la famille impériale même jusqu'en 1917. Mais cette rupture entre la Russie profonde et la Russie la noblesse russe va être, à mon avis, cette fracture. Et Raspoutine est responsable de tout ça. Je pense vraiment que si Raspoutine n'avait pas été entouré de dames parfumées, n'avait pas été reçu dans les palais impériaux, etc., la révolution n'aurait pas eu lieu. Mais en fait, je dirais non, parce que c'est la guerre de 14 qui a provoqué l'effondrement de la Russie impériale. C'est ça. La Russie impériale n'était pas prête à faire la guerre avec l'Allemagne. Hein. D'ailleurs, le tsar l'a dit, il nous manque 5 ans pour nous armer correctement. Et le tsar a fait une grave erreur de déclarer la guerre à l'Allemagne. Et puis il aurait dû faire comme Lénine, il aurait dû signer une paix séparée. Vous savez que Lénine a signé une paix séparée en 1917. Et ça a permis à la Russie de respirer et au bolchevisme, au marxisme-léninisme, de prendre force et de s'installer. Enfin, tout a été fait contre le bon sens, en fait, c'est ça. Enfin, voilà ce que je voulais dire dans les grandes lignes. Alors, j'ai écrit 2 ouvrages. On peut aller sur Google me trouver. Là, on peut me trouver ça. Alors, j'ai écrit 2 ouvrages sur l'affaire Louis XVII parce que j'ai découvert que le fils de Louis XVI et Marie-Antoinette n'est pas mort au Temple. Hein. Officiellement, il est mort au Temple, mais c'est pas vrai.
Il est mort dans un château que j'ai découvert, bien entendu, et j'ai découvert sa tombe dans un petit cimetière près du château. Il est mort en 1853 et non pas en 1793. Voilà. Et aussi, il y a 2 livres sur les Romanov qu'on peut trouver sur Alors j'en Internet. ai écrit aussi sur les Romanov. Je conseille le tome 2, parce que le tome 2, il y a 100 pages de plus que le tome 1, et ça s'appelle L'affaire Romanov ou le mystère de la maison Ipatiev. Alors bien sûr, j'ai été là-bas, hein, et j'ai rencontré des gens qui ont habité la maison Ipatiev avant qu'elle soit rasée par, comment il s'appelait, Boris Eltsine, en septembre 1977. Et j'ai connu un artiste peintre qui a, enfant, à l'âge de 10 ans, a cassé un carreau avec un copain et est rentré dans la maison Ipatiev. Et il l'a visité. Et là, je lui ai dit, ben, j'aurais aimé être à ta place. Hein, j'aurais aimé être à ta place. Enfin, voilà.